19h45, la Bari Info Soir. Monsieur Damo, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 29 janvier 2025. L'agence de modernisation des villes du Niger, AMV Niger, a procédé ce matin à l'inauguration de la place du Liptako Gourma, un espace de détente situé à côté de l'annexe de la présidence, témoigne de l'unité entre les pays de l'AES. Plusieurs personnalités ont participé à cette cérémonie inaugurale. Ismaël Moumouni Ibrahim Abdou. Situé à côté de la présidence annexe, ce splendide espace public bien rénové est le chef-d'œuvre du professionnalisme du leader de la modernité au Niger, à savoir l'agence de modernisation des villes AMV Niger. Cet espace de détente est baptisé place du Liptako Gourma, dont cette cérémonie marque son inauguration. Cet espace qui témoigne de l'unité et la cohésion entre le Niger, le Mali et Burkina Faso est composé de un monument central, une fontaine à jet d'eau, des espaces verts et densément éclairés, des bancs, une clôture et des places de parking. Le monument est composé de deux éléments. Une estrade circulaire, surélevée par rapport au sol, elle matérialise la dignité et l'élévation des pays de la Confédération. Elle comporte sur ses côtés trois gravures explicatives de la création de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma, ancêtre de l'AES. Le corps du monument qui est représenté par un triangle équilatéral dont les trois côtés représentent les trois pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ainsi que l'égalité, la justice et la libre circulation des personnes et des biens entre ces trois pays. Le triangle est surmonté d'une carte des trois pays tenue fermement par des mains. Il s'agit des mains de nos trois leaders qui ont décidé de prendre en main le destin de leur vaillant peuple. Le corps du monument est entouré de drapeaux du Niger, du Mali et du Burkina Faso. La clôture, avec ses entrées multiples, symbolise l'ouverture des États de l'Alliance du Sahel vers les autres pays d'Afrique et du monde. La fontaine d'eau traduit l'espoir que suscite l'AES. On a coutume de dire que l'eau c'est la vie, et tant qu'il y a la vie, on dit qu'il y a espoir. Les espaces verts et l'éclairage font référence à l'environnement agréable et béni, ainsi qu'à la prospérité des États du Sahel. Le projet et la réalisation de la place du Liptako Gourma sont le fruit du développement endogène, comme en atteste le directeur général de l'AMV Niger. Elle a été pensée, conçue et réalisée par des acteurs locaux et entièrement financée sur le budget national. Ainsi dit, ce projet, mené par l'Agence de modernisation des villes du Niger, s'inscrit dans le cadre d'un urbanisme respectueux de notre identité, où chaque habitant peut se reconnaître et se sentir à sa place. Dans un contexte où les grandes villes de la sous-région se transforment rapidement pour devenir des pôles d'attraction économique, culturelle et touristique. C'est pourquoi l'AMV Niger s'est engagé dans de multiples projets ambitieux de modernisation et d'embellissement de nos villes et en particulier de notre chère capitale. Ces initiatives transformeront bientôt nos villes et doter leurs habitants d'un cadre de vie sain et agréable et en fait une référence pour de nombreux pays de la sous-région. Que cette place inspire les générations présentes et futures à croire en la force de l'unité, à valoriser leur héritage et à travailler sans relâche pour un Sahel uni, souverain et prospère. Ça n'est suivi après la coupure du ruban par le parrain de la cérémonie, accompagné d'autres officiels. Le directeur de cabinet de la présidence et les autres autorités ont eu droit à une visite guidée des lieux.
Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont définitivement tourné la page de la CEDEAO. Ça fait déjà un an qu'ils ont annoncé officiellement leur retrait à travers un communiqué conjoint paraphé par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui estiment que la CEDEAO a perdu sa crédibilité. Commentaire de Hassan Saleh Mustafa. L'idée de sa création s'est nourrissée depuis 1972, année au cours de laquelle le général Yakubu Gowon, président du Nigeria, et le général Yassimbe Yadema, président du Togo, avaient proposé la création d'une zone d'intégration économique. Ainsi, ces deux présidents de l'époque ont entrepris une mission dans les autres pays pour expliquer à leurs collègues de l'époque la nécessité d'aller vers cette union. 3 ans plus tard, en mai 1975, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voit le jour. Elle a été créée par les chefs d'État et de gouvernement de 15 pays d'Afrique de l'Ouest lors de la signature le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria du traité de l'organisation. Cette institution d'intégration sous-régionale regroupe au départ 16 États, dont 8 francophones qui sont le Bénin, le Niger, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et la Guinée-Conakry. 5 pays anglophones, à savoir la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. 2 États lusophones qui sont le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, enfin un État du Maghreb, la Mauritanie. Mais ce dernier s'était retiré en décembre 2000. La CEDEAO a pour, entre autres missions de sa création, de coordonner les actions des pays membres, de promouvoir la coopération économique, politique et l'intégration entre les États, de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création du groupe militaire d'intervention qui devient permanent en 1999, mais qui n'a pas été utile pendant toutes les années que le pays de l'AES ont été victimes des attaques terroristes qui ont déstabilisé ces pays, une situation qui a amené les militaires à reprendre le pouvoir des mains des civils, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Ainsi, beaucoup de dirigeants des pays membres et les peuples de l'espace CEDEAO n'appréciaient pas le fonctionnement de cette organisation, plus précisément la façon dont les choses se passent, notamment à chaque fois quand le régime démocratique d'un des pays membres est interrompu par les militaires. La CEDEAO réagit en infligeant de lourdes sanctions au pays et parfois en violation de ses propres textes, comme ce fut le cas au Mali, au Burkina Faso et surtout au Niger, où beaucoup pensent que c'est du jamais vu. La batterie de sévères sanctions de la CEDEAO contre le Niger au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le 26 juillet 2023 et les différentes menaces d'agression qui ont suivi et qui continuent d'ailleurs toujours en complicité avec certains pays voisins membres de la CEDEAO avec qui le Niger pourtant a eu toujours de bonnes relations de voisinage. Une situation qui a d'ailleurs poussé les 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, d'annoncer officiellement à travers un communiqué conjoint du 28 janvier 2024 leur retrait de la CEDEAO. Une décision qui visiblement n'a pas plu aux dirigeants des pays restants et leurs partenaires, mais vivement saluée par les peuples de 3 pays qui ont décidé de marcher ensemble dans une nouvelle organisation créée en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour réaffirmer ce soutien à la décision prise par les dirigeants de l'AES de quitter la CEDEAO, le mardi 28 janvier 2025, date anniversaire de cette décision historique, les peuples de 3 pays étaient sortis massivement dans leurs pays respectifs pour une fois dire à la CEDEAO sa page est tournée. Une nouvelle histoire est inscrite sur les annales de l'histoire du Sahel avec la création de l'Alliance des États du Sahel AES, aujourd'hui Confédération AES. Ces monstres manifestations pacifiques du 28 janvier 2025 prouvent à quel degré
Les peuples de l'AES ont vomi la CEDEAO qui se retrouve avec 13 membres désormais et qui tend vers son déclin selon beaucoup d'observateurs qui pensent que cette organisation téléguidée s'est déviée de sa mission principale, celle d'œuvrer dans l'intérêt des peuples. Dans un communiqué en date du 28 janvier 2025, la CEDEAO qui prend acte du retrait définitif de 3 pays de l'AES, demande à ses membres de permettre aux ressortissants de ces pays de jouir de droits de la circulation, de la résidence et de l'établissement sans visa jusqu'à nouvel ordre. Suite des bilans des membres du gouvernement sur la télévision nationale hier mardi 28 janvier, c'était le ministre de la Santé publique qui était sur le plateau pour parler des réalisations de son département ministériel. Un extrait du colonel-major Garba Hakimi. En 2024, il y a eu recrutement de 164 agents, c'est des techniciens supérieurs en anesthésie, réanimation, en chirurgie et en radiologie. Donc ce recrutement-là va nous permettre de renforcer la fonctionnalité des blocs opératoires. Et Inch'Allah, en 2025, nous allons poursuivre ces recrutements d'agents de santé. Je m'avais parlé des moyens logistiques. En effet, nous avons acquis au cours de l'année 2024, 49 ambulances, 48 véhicules de transport de vaccins, 38 véhicules de supervision, 4 camions et 1069 motos DT125. Ce qui nous a permis d'atteindre les populations éloignées des centres de santé à travers 57 707 sorties foraines, 1708 sorties mobiles et 2915 supervisions. Nous avons un projet donc en perspective l'acquisition d'autres ambulances et en même temps aussi l'acquisition de 509 motos afin d'améliorer la couverture sanitaire. Je rappelle que sur l'ensemble du territoire national, nous avons actuellement 1509 centres de santé intégrés. En ce qui concerne l'accessibilité financière, il faut aussi en parler. Au niveau des tarifications des prestations de soins, de nos formations sanitaires, ça constitue une entrave majeure pour l'accessibilité financière aux soins à la majorité de la population. Et en réponse à cette situation, dans le but d'accélérer les progrès du pays vers la couverture sanitaire universelle en garantissant l'accès équitable à des services sociaux sanitaires, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a décidé de la réduction des tarifs des prestations de soins à travers le décret numéro 24-538/P/CNSP du 28 août 2024 avec application dès le 1er septembre 2024. Je rappelle que c'est une réduction de 50% des tarifs de prestations, la gratuité des accouchements assistés et la suppression des forfaits de la dialyse. Cette décision a été fortement appréciée et soutenue par l'ensemble des Nigériens. Et c'est plus de 10 millions de Nigériens qui ont eu accès aux soins, donc qui sont épargnés de la barrière financière pour pouvoir accéder aux soins. Des dispositions ont été déjà prises pour pouvoir compenser ce que les hôpitaux utilisent dans le cadre de cette réduction-là. Et déjà, la première partie de la compensation, à coût d'à peu près 5 milliards, a été injectée pour pouvoir compenser la réduction des 50% là. Et c'est un processus qui se poursuit. Nous connaissons déjà ce que ça coûte à l'État sur 12 mois dans le cadre de cette réduction de 50%. La compensation de la part de l'État intervient chaque 4 mois pour pouvoir éponger ce que l'État devrait mettre en place par rapport à cette réduction de 50%. Nous avons poursuivi la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans. Et en même temps, les femmes enceintes et les femmes qui souffrent de cancer gynécologique. Donc la prise en charge est gratuite, donc il n'y a pas de barrière financière pour pouvoir avoir accès aux soins. Nous avons mis en place ce qu'on appelle l'assurance maladie départementale, qui a été expérimentée dans la région de Dosso, à Gaïa, et qui a donné de très bons résultats. De même aussi, ça a été expérimenté à Tillabéri, à Gothé.
Un fait divers pour parler d'un litige foncier qui oppose la population du quartier Tchangare 3 du premier arrondissement communal à une dame. Un litige qui porte sur un terrain de 5500 mètres carrés abritant une mosquée de vendredi, une école et un château d'eau construit par une ONG au profit de la population. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Adam Soumana et Sadoudou. Rarement de mémoire d'homme, un lieu de culte à l'image d'une mosquée n'a fait l'objet d'un litige foncier. Cependant, à en croire la population du quartier Tchangare 3, si dans le premier arrondissement communal de Niamey, c'est la situation qu'elle vit depuis près de 2 ans. Nous, population de la dite localité, informons le CNSP et son gouvernement de la situation que nous vivons depuis un certain temps dans notre quartier. Sur un terrain public, concernant une mosquée de prière de vendredi et un château d'eau. Il y a de cela 1 an et demi. De quoi s'agit-il? Le ministre de l'Urbanisme a affecté un terrain par arrêté numéro 0016-2018 à Mme Seyni Maïmouna, qui a accepté à son tour de mettre ce terrain à la disposition de l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation pour la réalisation d'une mosquée de prière de vendredi et l'installation d'un château d'eau équipé. Après 6 ans, la réalisation des travaux, Mme Seyni décide unilatéralement de revenir sur sa décision en ordonnant la fermeture de la mosquée de prière de vendredi et a fait démonter, a laissé à même le sol le château d'eau qui alimente une bonne partie de la population. Nous avons suivi le ministère de l'Urbanisme par écrit en date du 18/03/2024 pour leur informer de la situation. Aussitôt informé, le ministre a fait dépêcher une équipe technique qui a délimité et attribué la mosquée et le château d'eau au profit de la population. Malgré toutes ces mesures prises par le ministre, Mme Seyni Maïmouna persiste sur sa décision. Ainsi, selon le chef du quartier et ses administrés, malgré la décision du ministre de l'Urbanisme, le problème reste intact, d'où cet appel à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Nous, population de quartier Tchangare 3, lançons un appel au CNSP et au gouvernement de nous trouver une solution idoine afin de trouver notre mosquée et le château d'eau pour le bien-être de la population. D'après les dernières informations en notre possession, cette affaire serait portée devant les juridictions compétentes. Espérons alors qu'une solution idoine soit trouvée à ce problème foncier du quartier Tchangare. Notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique, l'actualité oblige, nous vous proposons un numéro sur la nouvelle réglementation de l'entrée ou le séjour des étrangers au Niger. Une décision prise par le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. C'est ce thème que le juriste Alfred Emmanuel Goubagé, président de Raza Presse, va développer précisément le contenu de l'ordonnance. Très bonne réception à vous. Le 13 janvier 2025, le chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, avait signé une ordonnance. Et cette ordonnance a trait ou bien est relative, comme je l'ai cité tantôt, à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Nous allons essayer de parcourir cette ordonnance pour voir son contenu et expliquer à nos populations ce qu'il faut comprendre dans cette ordonnance, quelles sont les obligations qui pèsent ou bien qui découlent de cette ordonnance et qu'est-ce qu'il faut faire
afin d'éviter, si vous voulez, les sanctions ou les mesures administratives qui sont contenues dans la dite ordonnance. Alors, je voudrais dans un premier temps clarifier à la lumière de l'ordonnance, ou tel que l'ordonnance l'a fait, un certain nombre de concepts. Premièrement, l'ordonnance a défini ou a présenté qui est-ce qu'on peut entendre ou bien qu'on peut considérer comme étranger. Et au terme de l'article 2 de la dite ordonnance, l'étranger est entendu comme tout individu qui n'a pas la nationalité nigérienne, soit qu'il ait une nationalité étrangère, soit qu'il n'a pas la nationalité du Niger. Donc, comprenez l'étranger ou bien la définition d'un étranger dans ce sens. C'est une personne qui, d'une part, n'a pas la nationalité nigérienne ou n'a pas de nationalité du tout. Donc, si une personne se retrouve dans cette situation, elle est considérée comme une personne étrangère. Le deuxième concept à expliquer, toujours à la lumière de l'ordonnance, c'est l'expulsion. Au terme toujours de l'article 2, l'expulsion est entendue comme une mesure de renvoi prise par les autorités compétentes à l'encontre d'un étranger dont la présence sur le territoire national est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ou le crédit public. Donc, l'expulsion, ici, si vous voulez, au sens de cette ordonnance, s'entend d'une mesure qui est prise par les autorités compétentes contre un étranger dont la présence ici au Niger constitue une menace. Alors, si on peut parler dans un français facile, on dira tout simplement que la mesure d'expulsion, c'est cette mesure-là qui consiste tout simplement à renvoyer ou bien qui consiste tout simplement à retirer une personne du territoire national au terme de cette ordonnance. Maintenant, la rétention administrative. La rétention administrative également, c'est une mesure qui consiste à retenir dans les locaux des services de police ou dans un centre prévu à cet effet des personnes ou des individus dans l'attente d'une décision des autorités administratives en charge de la migration. Souvent, vous pouvez avoir des cas dans lesquels certaines personnes sont gardées dans les locaux de la police le temps que les autorités compétentes se prononcent sur leur entrée ou bien sur leur séjour sur le territoire du Niger. Donc, c'est ce qui est entendu comme mesure administrative. Maintenant, s'agissant de la migration, toujours au terme de cet article 2 de cette ordonnance, la migration est entendue comme tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituel, soit à l'intérieur d'un même pays, soit par-delà une frontière internationale. Donc vous pouvez avoir des personnes qui migrent à l'intérieur du territoire ou bien à l'intérieur des frontières d'un pays, tout comme des personnes qui traversent la frontière. Tout ceci est entendu comme la migration. Alors, quelles sont, si vous voulez, les obligations au sens de cette ordonnance d'une personne qui rentre dans la catégorie que nous avons définie tout à l'heure? Puisque rappelez-vous, nous avons dit que une personne étrangère ou bien un étranger, au sens de cette ordonnance, c'est cette personne qui n'a pas la nationalité du Niger ou qui n'a pas la nationalité du tout. Donc si une personne qui se retrouve dans cette situation vit sur le territoire de la République du Niger, elle a un certain nombre d'obligations que lui impose l'ordonnance 2025-02 du 13 janvier 2025. Alors, voyons ce que prévoit l'article 5 de cette ordonnance. Eh bien, au terme de l'article 5, tout étranger, s'il s'établit au Niger et après l'expiration d'un délai de 3 mois depuis son entrée sur le territoire nigérien, être muni d'un permis de séjour ou d'une carte de résident délivrée dans les conditions prévues par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Donc, il faut entendre que quand une personne est arrivée sur le territoire de la République du Niger, elle dispose d'un délai de 3 mois depuis son entrée sur le territoire pour être munie ou bien pour se doter d'un permis de séjour
ou bien d'une carte de résident qui est délivrée dans les conditions que fixera un décret pris par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Maintenant, le permis de séjour ou la carte de résident dont il est question peut provisoirement être remplacé par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement des 10 documents. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne se retrouve dans cette situation, à l'expiration d'un délai de 3 mois, elle introduit une demande d'obtention d'un permis de séjour ou d'une carte de résident. En attendant que ce permis ou cette carte de résident ne soit attribuée, l'attestation provisoire qui lui est octroyée tient lieu de permis de séjour selon cette disposition. Donc, l'alinéa 2 de l'article 5 dispose que le permis de séjour ou la carte de résident peut provisoirement, donc c'est-à-dire en attendant la délivrance effective du permis lui-même ou de la carte de résident. Donc le récépissé qui est octroyé à la personne tient lieu de permis de séjour ou de carte de résident. Alors, maintenant, allons-y à l'article 7 de l'ordonnance. Et l'article 7 dispose que l'étranger qui est admis sur le territoire nigérien conformément aux dispositions de la présente ordonnance peut circuler librement sur toute l'étendue du territoire national. Cela veut dire qu'une fois que l'étranger est entré selon les conditions de l'ordonnance, l'étranger est libre de circuler sur l'ensemble du territoire de la République du Niger sans s'inquiéter. Mais toutefois, ajoute l'alinéa 2, qu'il peut être soumis à une restriction légale en raison de son attitude ou de ses antécédents. Donc, cela veut dire qu'il faut également faire attention à ce niveau-là, veiller sur ses comportements, veiller sur son attitude, afin que cela ne soit pas en contradiction avec la loi. Donc, c'est aussi autant de mesures qu'il faut regarder, ou bien ce sont des choses sur lesquelles il faut prêter attention. Alors, l'ordonnance 2025 a également prévu des différentes catégories d'étrangers au Niger. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'ordonnance a prévu? Et effectivement, quand on parcourt le chapitre 2, notamment à partir de l'article 9, vous allez voir la distinction ou bien le distinguo qui a été apporté entre les étrangers. Et au sens de cette ordonnance, nous avons deux catégories d'étrangers. C'est en ce sens que l'article 9 dispose que les étrangers en séjour au Niger sont classés selon la durée de leur séjour et de leur fonction en étrangers non immigrants et en étrangers immigrants. Et cette classification détermine la nature des documents qui leur seront exigés tant pour l'entrée que pour le séjour. Donc vous voyez ici au sens de cette ordonnance, nous avons deux catégories d'étrangers, ou bien oui, deux catégories d'étrangers. Donc vous avez les étrangers non immigrants et vous avez les étrangers immigrants. Maintenant voyons la différence entre ces deux catégories. Je préfère m'en tenir à la lecture des dispositions pour que les gens comprennent facilement qu'il s'agit des dispositions de l'ordonnance. Eh bien, au sens de l'article 10, sont considérés comme étrangers non immigrants les membres des missions diplomatiques et ou des postes consulaires ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit la durée de leur séjour au Niger. 2. Les officiers, les fonctionnaires et les autres agents d'organismes étrangers expressément autorisés à entrer au Niger, ainsi que les membres de leur famille jusqu'à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés. 3. Et enfin, les voyageurs en transit. Donc, au sens de cet article 10, ces trois catégories de personnes sont entendues comme des étrangers non immigrants. Et pour récapituler, il s'agit tout simplement des membres des missions diplomatiques qui sont accrédités au Niger, des postes consulaires. Il s'agit également des officiers, des fonctionnaires qui ont été acceptés également au Niger, qui sont expressément autorisés à entrer au Niger. Et enfin, les voyageurs en transit. Donc, ces catégories de personnes sont considérées comme des étrangers non immigrants. Maintenant, à côté de cette catégorie, l'article 11 traite des étrangers immigrants. Et au sens de cet article 11, sont considérés comme étrangers immigrants les étrangers
qui ne rentrent dans aucune des catégories prévues à l'article 10 ci-dessus. Donc, les étrangers non immigrants, ce sont ceux-là qui ne sont pas les membres des missions diplomatiques ou consulaires. Ce sont ceux-là qui ne sont pas les officiers, les fonctionnaires et agents d'organismes étrangers expressément autorisés au Niger. Et ce sont ceux-là qui ne sont pas en transit, les voyageurs en transit. Donc, dès l'instant où une personne ne se retrouve pas dans ces trois catégories, elle peut être considérée comme une personne étrangère immigrante. Alors, donc, maintenant, parlons des mesures administratives. Et comme je l'ai dit, nous apportons nos contributions pour que les populations, et notamment nos frères, qui sont, si vous voulez, touchés par cette situation, donc afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension des textes, parce que nous avons entendu depuis la publication du secrétaire général du gouvernement, la publication du contenu de cette ordonnance, beaucoup interprètent d'une certaine manière, ou bien selon leur compréhension, et beaucoup s'inquiètent, beaucoup, en tout cas, ont des inquiétudes par rapport au contenu. Donc c'est l'occasion pour nous, comme je l'ai dit, vraiment d'éclairer les gens, de leur expliquer ce que cela veut dire et qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est attendu et comment faire pour vivre en paix et vivre, si vous voulez, conformément à la réglementation au Niger. Donc voici l'objectif de cette communication. Donc, alors, les mesures administratives sont les suivantes et elles sont traitées, si vous voulez, au chapitre 3 de cette ordonnance. Premièrement, vous avez des mesures d'expulsion, vous avez des mesures de refoulement, vous avez des mesures de rétention administrative, vous avez des mesures de rapatriement et vous avez des mesures de reconduction à la frontière. L'ensemble de ces... J'ai expliqué ces mesures tantôt dans la définition de certains concepts. Si nous prenons par exemple la mesure du refoulement, eh bien, l'article 13 dispose que tout étranger qui ne remplit pas les conditions légales requises à l'entrée sur le territoire nigérien doit être refoulé selon l'article 13. Donc, cela veut dire que l'entrée au Niger est soumise, ou bien si vous voulez, est conditionnée par l'obtention de certains documents. Et quand une personne ne remplit pas ces conditions, elle peut être dans ce schéma. Et vous avez également des mesures de rapatriement. Et au terme de l'article 15, le rapatriement est une mesure qui consiste à renvoyer un étranger vers le pays dont il a la nationalité. Alors, vous avez également des mesures d'expulsion. Et au sens de l'article 12, l'expulsion est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur si la présence de l'étranger au Niger est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ou le crédit public. Donc ici, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à cette disposition. L'article 12 a posé une condition en disant que l'arrêté du ministre de l'Intérieur visant l'expulsion intervient si il y a une condition qui est posée. Si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public. C'est important de souligner cela. Donc cela m'amène à dire que pour les cas d'un étranger qui vit paisiblement au Niger et qui, si vous voulez, ne se retrouve dans aucune situation de nature à porter atteinte à l'ordre public, eh bien cette personne ne peut pas se retrouver sous le coup de cette, si vous voulez, sous la coupe de cette mesure, en quelque sorte, puisqu'il y a une condition qui est posée. Mais plus loin, la même disposition continue en disant que le ministre chargé de la sécurité intérieure confirme la mesure par arrêté et aucun étranger ne peut être expulsé vers un pays où sa sécurité est menacée. Ça également, c'est important de le comprendre. Donc ça veut dire que ici, si par exemple dans l'expulsion, une personne voit ou bien la sécurité d'une personne est menacée vers le pays où elle est expulsée, et bien au terme de cette ordonnance, cette mesure ne sera pas appliquée. Donc la personne ne sera pas expulsée vers ce pays. Et toutefois, la juridiction peut en outre prononcer à l'encontre de l'étranger condamné. Donc là également, vous voyez, il y a, si vous voulez, le service de la justice, le service public de la justice qui intervient. Et on sait qu'une condamnation n'intervient que sur la base d'une décision judiciaire. Donc s'il y a une décision judiciaire qui intervient ici, là, l'interdiction de séjour en territoire du Niger pour une durée déterminée peut être prononcée selon la gravité des faits. Alors là, il s'agit des mesures administratives. Mais en dehors des mesures administratives,
il y a également, selon le communiqué du secrétaire général du gouvernement que nous avons entendu, et selon les dispositions de cette ordonnance, il y a également des sanctions pénales. Et au sein de l'article 17 de cette ordonnance, l'étranger entré au Niger en violation des dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 50 millions. Ça, c'est une sanction qui est prévue à l'article 17. Et au niveau de l'article 19, sera puni des peines prévues à l'article 17 ci-dessus. Tout individu agissant en son nom ou au nom d'une autre personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger. Donc, vous avez également une autre sanction au niveau de l'article 21 de l'ordonnance qui dispose que toute personne hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, doit en faire la déclaration à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et maintenant, les contrevenants s'exposent également à une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 50 millions. Maintenant, enfin, voyons ce que prévoit l'article 23. L'article 23 dispose que sera puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, tout étranger dont le titre de séjour est arrivé à l'expiration et qui, sans motif valable, ne formule pas dans les délais prescrits par la loi une demande de renouvellement sans préjudice des sanctions administratives qui peuvent être prises à son encontre. Donc je voudrais également ici attirer l'attention de nos populations, l'attention de nos frères, que si par exemple, au terme de cet article 23, l'étranger vivant au Niger, dont le séjour est arrivé à expiration, n'a pas fait la procédure de demande de renouvellement du titre de séjour, donc la personne peut se retrouver sous la sanction de cette disposition. Donc c'est important qu'on surveille les titres de séjour, les documents qui nous sont délivrés par l'administration. Si ces documents sont expirés, il va falloir demander le renouvellement pour éviter de se retrouver sous la sanction de cette disposition. Maintenant, parlons, si vous voulez, de la constitution du dossier, puisque cela également va intéresser nos frères, va intéresser les uns et les autres. Ici, l'ordonnance a expliqué ce qu'il faut faire pour vivre de manière légale au Niger, non seulement les conditions d'entrée, mais également les conditions de séjour. Maintenant, si vous êtes déjà au Niger et que vous vivez au Niger, donc vous avez la possibilité de régulariser votre situation. Parce que, en fait, c'est quelque part là que l'inquiétude de plusieurs se pose. Il y a des gens qui ont duré au Niger, il y a des gens qui vivent pendant longtemps au Niger, mais qui s'inquiètent de cette ordonnance en disant que, bon, désormais, nous, comment nous allons faire? Eh bien, quand on regarde les dispositions de l'article 24, l'article 24 dispose que les personnes qui séjournent au Niger en violation des dispositions de la présente ordonnance doivent demander la régularisation de leur situation dans un délai de 6 mois à compter de la signature de cette ordonnance. Donc ça, c'est une mesure qui est intéressante ici. Cela veut dire tout simplement que la mesure concernant ceux qui vivent déjà au Niger ne prend pas effet dès aujourd'hui, ou bien ne prend pas effet à partir de la signature de l'ordonnance. Donc ces personnes ont un délai de 6 mois pour régulariser leur situation, c'est-à-dire pour obtenir le permis de séjour. Alors, donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de panique, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque le délai de 6 mois permet de pouvoir se conformer à la réglementation. Maintenant, comme je l'ai dit, quelles sont les pièces? Parce que c'est important aussi que les uns et les autres connaissent les pièces à fournir pour pouvoir obtenir ce permis de séjour. Eh bien, les pièces à fournir pour l'obtention du permis de séjour sont les suivantes. Un certificat de résidence, un casier judiciaire, une photocopie de la pièce d'identité. Donc la pièce d'identité ici est entendue
soit la carte nationale d'identité, soit le passeport ou la carte consulaire. Vous avez également un certificat de visite et contre-visite médicale. Vous avez également une copie, si vous voulez, format passeport. Non, j'ai déjà parlé du passeport. Voilà, de la copie du passeport, donc soit le passeport ou la carte d'identité ou la carte consulaire. Vous avez également la taxe de voirie. Et il faut dire également qu'il y a des frais de dépôt du dossier à hauteur de 5 000 francs et des droits de timbre à hauteur de 10 000 francs qu'il faut également régler. Donc en somme, voilà ce qui compose, si vous voulez, le dossier pour l'obtention d'un permis de séjour. Maintenant, selon les cas, il y a également, si vous voulez, l'attestation de travail ou bien le diplôme, en tout cas une preuve de votre profession ou de ce que vous faites qui fait partie également du dossier. Donc voilà ce que nous pouvons dire schématiquement sur la constitution des dossiers.